Une maison sciée en deux. Dans ce quartier, le chaos est partout. Des croix oranges sur les murs, les secours sont passés. Plus d'espoir maintenant de retrouver des survivants. Jim a bien du mal à reconnaître les lieux où il habitait. Ce caisson, il se trouvait à la base à 1 km d'ici. Je sais où il se trouvait. Et maintenant, regardez. Il a atterri dans le jardin de ses voisins-là. Vous pouvez l'observer, il y a des débris partout. Du métal tordu, ça vient sûrement d'un entrepôt ou d'un garage. On trouve aussi des cloisons pour isolation. Regardez maintenant ça. Ça vient sûrement d'une benne à ordures. C'est comme si quelqu'un avait remué tout ça avec une cuillère géante et avait tout jeté par terre. Vous avez des morceaux de métal partout. Là, c'est la porte d'un garage. Et là, c'est une chaussette d'enfant. On se croirait dans une zone de guerre. Je suis un peu fâché de voir qu'on ne laisse pas rentrer les voisins. Ils cherchent des affaires, ils veulent surveiller eux-mêmes leurs propriétés. Avec les poteaux électriques qui sont à terre, avec les fuites de gaz, tout ça crée un environnement dangereux. L'électricité est coupée sur toutes les lignes, mais ils doivent commencer à autoriser les gens à rentrer chez eux. C'est une nécessité? Parfaitement, oui. Impossible sinon de commencer à cicatriser tant qu'ils ne sont pas rentrés chez eux. Qu'ils voient ce qu'ils peuvent récupérer, ce qui est perdu à tout jamais, ce à quoi ils vont pouvoir se rattacher. Le monstre qui a défiguré mort, le voici. Des pointes à 320 km/h, le cauchemar pendant 40 interminables minutes. C'est incroyable et très malheureux à la fois. Il va y avoir des dégâts considérables, cette tornade n'arrête pas d'avancer. Les dommages, justement, voilà ce qu'il reste de cette station essence. Les lieux sont dangereux, de possibles fuites de gaz, des menaces d'écroulement. Alors la zone est bouclée, impossible pour les sinistrés de retourner chez eux, constater les dégâts. Mais les habitants semblent avoir une autre priorité. Dans les rues, nous constatons des mouvements de plus en plus nombreux. Tous convergent vers un lieu ravagé, le cimetière de la ville. Des bénévoles, venus spontanément par centaines, nettoyer ce qui peut l'être, avant que les premières victimes de la tornade ne soient enterrées, ici même. C'est important pour nous de rendre cet endroit aussi propre que possible, et le plus vite possible, avec les décès qu'il y a eu. Vous savez, les victimes vont être enterrées ici. Il nous faut un endroit décent pour eux, afin qu'ils trouvent un peu de paix au milieu de ce désastre. Et là, vous êtes beaucoup ? C'est fabuleux. On est des centaines et des centaines. Ça ne finit pas d'arriver. Les gens continuent de venir. Ça me rend vraiment heureuse. Je pourrais me mettre à pleurer là, mais je ne vais pas le faire. Au fond du cimetière, dans un bâtiment resté intact et qui offre désormais une aide d'urgence, nous retrouvons deux rescapés, Anna et sa petite nièce, hantées toutes les deux par des scènes d'apocalypse. Ça, c'est des vêtements pour les adolescentes. On va les mettre là où il faut. Je n'ai pas d'enfant. Ma nièce, c'est toute ma vie. Le jour de la tornade, je suis allée la chercher à l'école. On est resté dans la classe pendant environ 5 minutes. Soudain, ça a été le silence. Et on a entendu comme un train qui fonçait sur nous. Les lumières se sont éteintes juste avant, quand c'était encore calme. J'ai dit à ma nièce, ça y est, ça arrive. On a baissé la tête comme on nous demande de le faire dans ces cas-là. On s'est tenus l'une l'autre, et là je lui ai dit, on y est. À ce moment-là, vraiment, j'ai cru qu'un train nous passait dessus. Ça a frappé notre école, moins fortement que les deux écoles primaires du coin. Mais on a vu plein d'objets tomber, les murs trembler, on a réussi à sortir indemne. Et maintenant, qu'allez-vous faire? Il va falloir rebondir. Oui, mais on va tous se serrer les coudes, comme en 99 avec la précédente tornade. On va se relever. Et ce processus tourné vers l'avenir, il démarre ici,
à quelques kilomètres du lieu du désastre. Une plateforme de charité, des camions remplis de vivres arrivent des 4 coins du pays, des ONG, des acteurs locaux, tous habitués aux catastrophes naturelles dans cette partie vulnérable des États-Unis. L'aide est tellement massive qu'on demande de ne plus apporter d'eau ni de vêtements. Tout est organisé autour de cette église. Elle ouvre ses portes sinistrées. Ils sont des dizaines à dormir ici toutes les nuits. Et pour réconforter, écran géant et dessins animés pour les enfants, et buffet ouvert 24 heures sur 24. À l'extérieur, de la nourriture également. Des cheeseburgers, 700, servis gratuitement toute la journée. L'idée pour l'église est de donner des repères à des victimes qui parfois n'en ont plus. Il y a beaucoup de crainte sur le visage des sinistrés. Ils n'ont plus de maison, ils ne savent pas où ils vont aller. J'ai entendu que des personnes erraient dans les rues sans savoir quoi faire, sans logement à disposition. Cette réalité à laquelle se rattachait cette maison où on dormait, tout ça, c'est fini. On peut lire sur leur visage cette interrogation. Qu'est-ce que je vais devenir? Je fais quoi maintenant? Je commence par quoi? Et pour redémarrer au plus vite, il y a les assureurs. Tous sont présents, mobilisés au pied de l'église, au plus près des sinistrés qui accourent par centaines. On a tout perdu, même ce qu'il y avait dans le réfrigérateur et le congélateur. Et côté remboursement, ça va vite, 4000 chèques en une journée. On leur donne de l'argent qui va être disponible immédiatement. C'est une avance en forme de chèque et ils peuvent ensuite retirer du cash directement au distributeur. Notre but ici dans l'Oklahoma et dans tous les États-Unis dans de pareilles situations, quand on a une catastrophe naturelle comme celle-là, c'est de faire en sorte que les compagnies d'assurance tiennent leurs promesses très rapidement. On prend soin des habitants avec beaucoup d'efficacité en moins de 24 heures après la tempête. Même les banques viennent aux sinistrés, un guichet mobile dans un camion au pied du refuge. Retour désormais dans l'un des quartiers les plus sinistrés. L'accès est enfin autorisé aux riverains. Certains campent sur la pelouse, d'autres démarrent déjà les travaux. Dans cette maison moins abîmée qu'ailleurs, on déménage temporairement tout ce qui peut l'être. Ça va vous intéresser. Regardez ce qu'on trouve ici. C'est quand même étonnant. Tout est cassé ici et ce truc pourtant si fragile est intact. On l'a retrouvé sur la table. Les lieux ne sont pas habitables, il va falloir dormir un temps chez des amis ou dans des hôtels. Mais personne dans ce quartier symbole d'une Amérique prospère, personne ne veut partir. Et tant pis si une prochaine tornade s'abat encore, de toute façon, on ne les compte plus ici. On est habitué à reconstruire. Moi, par exemple, la maison où je vis, elle a été réparée après la précédente grosse tornade, celle de 99. On se trouvait en plein sur son chemin. La maison a été réparée, on n'a pas eu besoin de la reconstruire. De toute façon, ici, on sait très bien reconstruire. Et c'est ce qu'on fera dans ce quartier. Ça nous rendra aussi puissants et forts qu'on était la semaine dernière. Les autorités évoquent des dégâts pour près de 2 milliards de dollars dans ce qu'on appelle ici le couloir des tornades.